Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delangy. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larsen Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Randesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jeanne Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Mardi 20h, bien sûr précis, quasiment à une minute près. Avec moi, mes chroniqueurs ce soir, Christophe, Thomas, Jean-Michel Badiane qui va arriver juste après, et puis Brice. Bonsoir messieurs. Bonsoir chef. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bravo pour le nouveau jingle, chef, au passage. Bravo. Ah, merci. Ça fait deuxième fois que je le passe, j'ai passé la semaine dernière. Oh, c'est une petite présentation, j'ai envie de dire. Je suis rarement invité dans l'émission, donc je le dis en fait. Ah, voilà, ça y est, la jalousie arrive. Le temps de parole de Thomas est déjà consommé. Ça y est, au revoir. Ça y est, déjà une minute de passé. C'est une minute chacun ce soir. Ça va être très très court pour mes chroniqueurs. En tout cas, notre invité ce soir, il aura pas à tant décompté, ça c'est sûr. Il a été formé au Mans, il a joué à Pau, Laval, Beauvais, Orléans, et maintenant il joue au Red Star avec notre ami Pierre Gibaud. Mourad Enzif est avec nous ce soir. Bonsoir Mourad et merci d'être sur RTS Radio. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous. Si t'es content, c'est super. Mourad, donc une présentation assez rapide quand même de toi. T'as joué qu'en national et formé au Mans. En tout cas, c'est quelque chose que c'est un bon. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie ici parce que Thomas est supporter du Mans, donc automatiquement tu vas être énormément apprécié dans l'émission ce soir. Ah bah oui. Ça va, c'est gentil. Allez, sommaire de l'émission. Premier débat, choix de l'invité. Donc, Mourad choisira entre deux débats. Deuxième débat, choix des chroniqueurs qu'on aura choisi. Une petite interview décalée de Mourad. Et les pronostics à la fin de l'émission. Je n'oublie pas notre partenaire de RTS Radio, Life in Sport. Allez voir ce site sur le nouveau Facebook des sportifs. Football.com. Tout le monde s'en fout et jeunefoot.com. Merci encore à mes partenaires. Allez, c'est parti pour le début de l'émission. Mourad, c'est à toi de choisir les débats. Donc, je te les repropose, parce qu'on s'était déjà eu au téléphone, bien sûr, avant. Donc, c'est pas faussé, je sais même pas ce qu'il va choisir. Premier débat. Alors, tu as le choix entre le Barça sans Messi reste le Barça, ou plutôt le Bayern déjà champion. Le Bayern vont-ils remporter la Ligue des Champions? À toi de choisir. Bon, je pense que je vais choisir le Barça. Sujet sur le Barça. Allez, va choisir le Barça avec mon ami John. Déjà, je sais tout de suite qui voulait le Bayern. Donc voilà, un petit clin d'œil pour toi qui m'avait tweeté. Allez, c'est parti sur le Barça. Non, t'inquiète pas, tu sais. Non, sois pas désolé, c'est bon le Bayern, c'est bon. Voilà, on le connaît très bien, John. Tu sais, après le Barça. Y a rien à dire, ils sont déjà champions, donc non, c'est bon, c'est fini pour eux. Allez. Voilà, tout à fait. Barcelone, allez. Allez, c'est parti. Le Barça sans Messi reste le Barça. Alors, petit récap quand même. Messi, c'est déjà 42 buts cette saison sur 28 matchs. Le dernier match sans Messi, donc c'était ce week-end. Le Barça a gagné 5-0. Par contre, on sait toujours pas s'il joue demain ou s'il joue pas contre Paris. Ça, c'est la grosse incertitude. On n'a toujours pas de réponse en tout cas là-dessus. En tout cas, déjà Adriano et Pedro sont déjà incertains. Je vous rappelle aussi que Mascherano est suspendu. Je crois qu'il y a un autre joueur aussi qui est suspendu. Si quelqu'un peut me le rappeler, enfin, vous me le direz en cours d'émission au pire. Oui, vas-y, Brice. Non, en fait, je croyais que tu parlais de PSG. C'est Matuidi qui était blessé. Oui, Matuidi, oui, qui est suspendu. Là, on parle de Barcelone, donc tu repasseras, voilà. Ouais, bon, c'est bon, je me tais, c'est bon.
Non, ne te tais pas, Brice. On sait que tu connais très bien le Barça aussi, t'inquiète pas. Donc, première question pour toi, Mourad. Est-ce que Messi est indispensable à Barcelone, pardon. Ouais, je pense que Messi, je pense qu'il est indispensable. Même si le Barça sans Messi, ça reste une très grande équipe. Parce que bon, quand il n'y a pas Messi, on l'a vu ce week-end encore, il y a des mecs comme David Villa, comme Alexis Sanchez, comme même Fabregas, ils gagnent 5-0, ça reste une très grande équipe. Mais maintenant, ce qu'ils ont et que je pense personne n'a d'autre à part on va dire le Real avec Cristiano, mais c'est ce bonhomme en plus là qui fait la différence, on va dire, quand il veut et qui est magique. Hein. Ah oui, donc mes chers chroniqueurs, qu'est-ce que vous avez à réagir là-dessus? Alors, juste, Chris, j'aimerais faire un point rapide sur un élément qui est important puisqu'il est 20h06 et il y a pile 5 minutes. Tu n'as pas pu le voir, bien sûr. Pardon. Ah bah, mais le groupe de Barcelone a été d'accord. donné et Lionel Messi, Pedro et Adriano sont dans la liste des 20 joueurs appelés par Tito Villanova pour demain soir. Donc, Ah bah voilà. C'est un non-événement, on savait bien qu'il serait sur la liste, même un certain. Ah, mais oui, bah, ils sont là. Voilà. Donc oui, ça va peut-être être incertain. Comme le dit Chris, peut-être qu'il va jouer un petit peu blessé. Ça, c'est la grande question. Non, il jouera que si il en a besoin, que si le Barça en a besoin. Tu parlais tout à l'heure, si le Barça est Messi dépendant, bien sûr, évidemment, mais qui ne le serait pas? Le Real est Ronaldo dépendant, l'Atlético est Falcao dépendant. Je veux dire, quand t'as des joueurs intergalactiques, des joueurs qui sont si extraordinaires, tu les mets dans n'importe quelle équipe, l'équipe va être dépendante d'eux. Le PSG, Zlatan dépendant. Si tu le mets pas, t'auras pas sur une saison complète, t'auras pas la même rentabilité. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Ça va peut-être libérer d'autres joueurs, etc. Mais on parle vraiment de dépendance par rapport au jeu. L'avantage qu'a le Barcelone, je dirais qu'il est double, c'est que t'as un fond de jeu qui est toujours le même avec ou sans Messi, alors qu'on sait que c'est pas toujours le cas quand des grandes stars sont blessées dans leurs équipes ou qui doivent modifier leur plan de jeu. Le deuxième avantage, c'est que tu parlais du 5-0, mais voilà, la Liga, le niveau de la compétition de la Liga est franchement assez faiblard par rapport à un cadre européen, c'est très faiblard, et tu joues le Paris Saint-Germain qui est un minus d'Europe depuis des années. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Donc c'est des petits matchs qui vont arriver pour le Barça, donc même sans Messi, il y a pas mort d'homme. Petite précision, je complète un peu les propos de Chris. Le 5-0, tu t'es un petit peu emballé, Chris Rousseau, sur ce point-là, puisque c'est comme contre le dernier, si tu veux, et à la maison. J'ai envie de dire. Oui, mais attendez, c'est quand même 5-0. Je suis C'est désolé, le dernier. Vous enlevez. Sachant que le dernier de la Liga, pour moi, il aurait même pas sa place en première ligue. Alors, comparaison. Oui. Non, mais une petite comparaison. Prenons le PSG, enlevons Ibrahimovic et laissons jouer PSG 3 et on verra la différence qu'il y aura. On verra une plus grosse de comparaison moi, entre ça parenthèses, mais je vois ça partout sur les forums français, etc., où j'ai vu sur Eurosport, on dit que Thiago Silva est le meilleur défenseur d'Europe et on prend les stats de la Ligue 1. Il faut arrêter de fumer, les gars. Allez regarder ce qui se passe en première ligue. Non, mais ça, c'est très, très franco-français, cette comparaison entre le Paris Saint-Germain qui ne représente rien sur le continent européen depuis des années et le Barça qui est juste la meilleure équipe du monde depuis de nombreuses années. Là, franchement, j'ai du mal à voir ce raisonnement, moi. tu vas très très fort quand même, Chris. Une petite réaction, Mourad, sur ce qu'on a dit. Est-ce que tu penses quand même que on est obligé d'être dépendant d'un joueur aussi énorme que ça au Barça comme Messi? Ça c'est clair. Comme il l'a dit, chaque club a une certaine dépendance à son joueur phare, on va dire. Mais bon, à Barcelone, il est gravement prononcé parce que Messi, bon, pour moi, après, je sais pas, c'est pour moi le meilleur joueur de la planète. Donc, mais bon, je pense quand même que le Barça peut affronter n'importe quelle autre équipe sans Messi et ils seront pas ridicules. Et je pense même que quand je vois l'Espagne, par exemple, offensivement, c'est presque que le Barça. Et quand on voit qu'aujourd'hui comment ils jouent l'Espagne, donc voilà, ça veut tout dire. Moi, je pense que le Barça, même sans Messi, ils peuvent affronter n'importe qui. À la seule condition d'avoir un bon Xavi et un bon Iniesta. Exactement. Et comme ils sont souvent très bons. Ils sont un peu moins bons en ce moment. Xavi est sur une jambe, Iniesta il est un peu moins avec la grinta. Ah mais Thomas, franchement, t'abuses là. Les mecs, ils ont un niveau moyen. Leur pire match de la saison, ça reste. Non, mais je te dis les deux. Tu prends les deux. Le pire match des deux sur une saison entière, qui dure 45-50 matchs, ça reste le meilleur match qu'un milieu de terrain pourrait jouer au Paris Saint-Germain. Donc, limite leur pire match, il était au PSG au match aller, quoi. Donc pour dire. Alors, messieurs,
Je vais prendre en général, je vais poser tout de suite la question à Mourad, et après on prendra quelques réactions Twitter si t'en as, Brice. Qui peut remplacer Messi? Parce que bon, ce soir, on sait qu'il est dans Pedro. le groupe, bon, peut-être qu'il jouera pas aux caisses. On reviendra vers toi, Thomas, tu dis Pedro, mais Mourad, pour toi, qui peut remplacer Messi, en sachant que dans l'axe, il y a aussi toujours il y a Alexis Sanchez qui peut jouer sur le côté mais qui peut jouer aussi dans l'axe, et il y a Fabregas, surtout Fabregas. Pour toi, Mourad, ce serait plutôt Fabregas ou un autre joueur? Non, pour moi, pareil, hein, ce serait Pedro. Ah, ce serait Pedro. Ok, d'accord. Ouais, pour moi, parce que Pedro, que ce soit au Barça ou en équipe d'Espagne, le mec, il fait toujours la différence, il marque des buts, c'est un très très bon joueur lui aussi. Même si Fabregas, c'est le genre de joueur que tu peux mettre partout aussi. On l'a vu à la pointe de l'attaque espagnole, même au Barça. Bon, ils ont assez de recours, mais je pense que Pedro, ce serait le meilleur pour moi. D'accord. Et mes chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent justement de ce joueur justement qu'il faudrait remplacer? Est-ce qu'il déjà est-ce qu'on peut remplacer Messi? Mais non, déjà, tu peux pas le remplacer. Je suis senior, parole à Chris. Ah bah c'est gentil, non, mais on peut pas le remplacer. Mais c'est très intéressant, notre hôte du soir qui parle de Pedro, qui en fait réunit c'est un peu un Messi en moins fort, parce que tu parlais de Fabregas et de Sanchez. Je dirais que si tu combines les deux, Fabregas et Sanchez, tu auras un cyborg qui ressemblerait un peu à Messi, parce que Fabregas, effectivement, il a la vista, il a la créativité, il a le jeu de passe, et il est un peu plus reculé, il a toutes ses qualités pour être un bon milieu offensif, il est monstrueux, alors que Sanchez est beaucoup plus dans la profondeur, dans la finition, etc. Pedro, c'est un peu celui qui résume le plus ces qualités-là, évidemment beaucoup moins fort. Donc je suis assez d'accord avec notre invité du soir, ce sera à mon avis Pedro qui sera choisi. Et ben moi je suis tout à fait d'accord. Et Pedro, moi le problème que j'avais avec lui, c'est qu'il était très très inhibé il y a encore quelques semaines, mais ses derniers matchs avec la Rora ont été absolument incroyables. Et s'il joue au même niveau face au PSG, Messi il manquera pas à Barcelone, clairement. Alors moi j'ai quelques petits soucis justement sur ça, et je vais rebondir sur ce que tu dis, Tom. Je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau que Messi ne va pas manquer à Barcelone, faut pas se le cacher. Il y a quand même des joueurs derrière comme Fabregas et comme d'autres joueurs qui sont énormissimes. Ils ont un banc meilleur que le PSG. Est-ce que plutôt sur le PSG, le gros problème pour eux, c'est d'avoir perdu Matuidi. Et ça, j'ai envie de te poser une question pour bien comprendre. Tu le remplaces par Verratti qui prend un jaune par match. Il jouera pas Verratti. Verratti jouera pas. On verra qui jouera à la place, mais qui va jouer à la place de Matuidi? Ça, c'est une grosse question. On la posera juste après. On va continuer encore un peu sur Messi. Mais Chris, t'as dit un truc, pardon, très intéressant. Moi, je veux savoir le fond de ta pensée, Chris, parce que tu dis, je pense que Messi ne va pas manquer, mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que c'est contre le Paris Saint-Germain, ou par rapport au fait que contre n'importe quelle équipe, ils ont assez de talent pour être remplacés? En général. Oui. Mais on peut, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, on peut pas le remplacer. Mais ils ont des joueurs de talent qui sont capables d'avoir ils ont un d'accord, niveau. C'est en général. D'accord. Oui, et quand t'as Xavi, Iniesta et Fabregas dans l'axe, je suis désolé, sans Messi, il y a pas de souci. Écoute, il y a Alexis Sanchez qui est énormissime, il y a Pedro qui peut jouer peut-être sur une jambe et après on le remplace à la mi-temps. David Villa. Bon. Voilà, il y a David Villa qui faut rien, hein, David Villa depuis un an. Il y a une blessure en même temps, pardon. Ouais, oui, je l'aime bien, le joueur. En plus, il a tellement amené à l'Espagne, mais c'est une chef depuis un an. Oh là là, Chauvin, ça y est, on voit le Belge qui gagne tout le temps, ça y est. Ah non, moi je gagne rien, je juge. Fair play. Il laisse passer. Mourad, une avant-dernière question sur le Barça, puis après, j'ai envie de dire, on passera quand même sur le deuxième débat que t'as pas vraiment choisi parce que le Bayern, faut en parler quand même un petit peu parce qu'on parle un peu des champions parce que Messi on va tourner en rond. Quand il y a pas Messi et quand toi t'as dû connaître des joueurs peut-être de haut niveau national justement sur des joueurs que tu peux t'appuyer, est-ce que tu penses qu'on a la possibilité justement de s'appuyer sur d'autres joueurs? Mais en jouant un peu, quand t'as pas un grand joueur, je veux dire, faut que tu joues différemment, quoi. Quand t'as pas Messi, faut jouer différemment, automatiquement. Ouais, moi je pense pas que le Barça va avoir ce problème-là. Même si Messi, on va dire qu'au Barça, c'est le joueur qui garde le plus la balle, quoi. Tout le monde le cherche. Il peut faire la diff tout seul, souvent, et il l'a fait tout seul. Mais bon, il rentre quand même dans leur schéma de jeu au Barça.
il est plein de redoublements de passes, il est juste comme tous ses coéquipiers. Mais on va dire que on va pas, ouais, non, je sais pas. Non, pour moi Messi, quand quand il y a pas Messi, ça se voit quand même. Hein. Ouais, ça se voit peut-être, mais il faut dire quelque chose, c'est que, sur un petit condensé par rapport à ça, c'est qu'effectivement, Messi s'intègre dans le style de jeu du Barça. Je dirais quand même que Messi, c'est le point fort, et on l'a vu avec la chef de David Villa, n'en déplaise à Thomas, c'est qu'il peut aussi amener de la profondeur. Et d'ailleurs, le jeu du Barça est très souvent horizontal, il manque vraiment de transversalité vers l'avant, et Messi peut permettre justement cette profondeur-là, parce que parfois on joue un peu à la baballe. C'est peut-être là-dessus, finalement, qu'il manquera le plus. Mais la vraie question sous-jacente et tangente par rapport à ce débat-ci, les gars, pardon, je sais que vous êtes français, mais les gars, ça reste le Paris Saint-Germain au niveau européen. Le Barça n'a pas du tout peur de cette équipe. Et je pense Barça, effectivement, de toute façon, a déjà gagné moi, le je suis match. heureusement avec Chris et j'en finis. Je suis pas d'accord avec Chris quand il dit, de manière générale, tu jouerais contre le Real. Je pense que ce serait un autre problème. Mais là, contre le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'il est remplaçable. Et pour compléter tes propos, Chris, effectivement, par rapport à Barcelone, moi, il y a une info qui est tombée ce matin qui m'a vraiment choqué. C'est qu'on voit le poids de Barcelone sur les instances européennes, donc sur l'UEFA, puisque l'arbitre du match aller va passer en commission de discipline suite à un but qu'il a accordé sur hors-jeu et suite à une plainte de Barcelone. Alors le pauvre arbitre central, déjà, il peut même pas le voir, le hors-jeu, clairement, c'est pas son boulot, mais c'est lui qui va prendre pour tout le monde, parce que Barcelone a porté plainte contre lui. Donc quand on voit déjà ça, Barcelone a déjà mis la pression sur l'arbitre de demain soir. Donc pour moi c'est banco chez eux, c'est tranquille. Et toi tu fais un coup de gueule contre le Barça, permettez-moi d'en faire un contre les médias français, parce que j'aime bien de temps en temps, là je m'étais calmé. Mais à force de lécher le Paris Saint-Germain, ils vont avoir des morpions à la bouche, parce qu'à un moment donné, je veux dire, à un moment donné, ça suffit déjà. Tout à l'heure, je vois un article pourquoi Thiago Silva est le meilleur défenseur du monde, et il compare les stats avec des défenseurs de première ligue. Il faut arrêter la fumette. Je pense que la moquette, ça réussit pas à Eurosport. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite de ça, moi, j'avais lu un article il y a 2 jours en disant, pourquoi Manchester City devrait s'inspirer du Paris Saint-Germain. Alors, s'il faut s'inspirer d'un budget, d'un club, le Paris Saint-Germain, qui a le budget des 19 autres clubs de Ligue 1 réunis et qui arrive pas à écraser son championnat, je pense que là, le Manchester City va foncer droit dans le mur. Donc à un moment donné, il faut arrêter de fumer la moquette du côté des médias français sur cette idolâtrie du Paris Saint-Germain. On en reparlera quand ils auront gagné quelque chose. Justement, toi, Mourad, qui joue à Paris, donc avec le Red Star, tu es en région parisienne, généralement, vos matchs, personne quasiment en parle. Est-ce que vous êtes vraiment vampirisé, vous, à Paris, par ce Paris Saint-Germain qui monopolise tout le monde, finalement, par rapport à avant? Ah non, c'est clair. À part eux, ici, il y a personne. De toute façon, même, ça se voit partout, dans les stades, dans tout. Rien que, on va dire, chez nous, la moyenne même de spectateurs pour un club comme le Red Star assez mythique, cette année, on 700 personnes. Tu vas à Créteil, qu'on fait souvent de la Ligue 2 dernièrement. Ils ont fait souvent de la Ligue 2 dernièrement, là ils vont pour remonter, il n'y a jamais personne dans le stade. Non, là ça parle que de Paris et le PSG. Tu peux pas, on veut un deuxième club à Paris, mais je vois pas. On en a déjà 4, on a Créteil, le PFC, le Red Star et le PSG, c'est peut-être bon quand même. Non mais je veux dire un club un peu comme, je pense qu'ils veulent faire un peu comme en Angleterre, comme à Londres, avec plusieurs clubs au plus haut niveau. C'est mais impossible. À Paris, là, ça va pas être possible. Hein. Faudrait que le Qatar rachète à côté le PFC et puis, ou le Red Star et puis qu'il fasse un grand club, quoi. Voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est que Paris, encore 4 ou 5 ans, je veux le maintien, hein, donc il faut arrêter aussi, quoi, de s'emballer pour un rien. Non, mais de toute façon, c'est clair que là, depuis que les Qataris sont arrivés et tout, Paris, on en fait. Ouais, il y a plus qu'eux sur la scène française. Mais bon, c'est bien. Tu peux t'enflammer, mais il faut pas dire des conneries. C'est surtout ça la différence. Le problème, c'est quand on peut s'enflammer, on peut être patriote. Moi, j'approuve ça, je trouve ça même ça, c'est bien. Il faut défendre les clubs français. Il y a le coefficient qui est en jeu. Et je pense que pour un Français, même moi, je suis belge, mais j'aime beaucoup la France et je tiens plus facilement avec un club français. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que il y a une sorte de lobotomisation médiatique qui fait que tout ce que touche le Paris Saint-Germain, c'est de l'or. Et on a l'impression vraiment que là, il y a une subjectivité qui dépasse l'entendement. Dire que Thiago Silva est le meilleur défenseur du monde en comparant la Ligue 1 et la Première Ligue pour s'appuyer là-dessus, ou dire que le Paris Saint-Germain, on devrait s'inspirer du PSG dans tous les grands clubs du monde, mais je rêve, là. Non, mais au-delà de ça, enfin, moi, je suis assez outré en ce moment par le Paris Saint-Germain, parce que, bien sûr, je les défends sur la scène européenne, bien évidemment. Mais quand on voit que les équipes de national, donc le PFC, le Red Star, le Créteil jouent, et qu'on va nous faire un gros titre sur Beckham à visiter une maison, pardon, j'ai mal au cœur, quoi.
Je me dis, je m'en fous que Beckham visite une maison, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les autres clubs, ils ont fait à côté, quoi. Beckham qui ait visité une maison ou qui braille, il a été place Vendôme, je m'en bats, quoi, clairement. Tant qu'ils seront sur le terrain, je m'en fous du reste. Manque de médiatisation. Vas-y, Mourad. Je voudrais rajouter un truc sur le PSG. En fait, moi, je suis d'accord aussi sur le fait que cette année, on en a beaucoup fait. C'est-à-dire que rien que l'arrivée de Beckham, à un moment donné, on parlait que de lui, de ce qu'il fait dans sa vie privée. Voilà, ils ont exagéré sur plusieurs choses. À Paris, les médias, que ce soit la France entière, de toute façon, ils ont un peu exagéré le fait sur le PSG. Mais après, je trouve aussi que le PSG, les gens, ils commencent à, je dirais même la France et même ailleurs, ils critiquent Paris, comme je vois Rami l'autre fois qui dit les dollars ont parlé, tout ça. Mais bon, on s'en prend à Paris, mais il y a plein d'autres clubs qui ont été montés comme ça. Je me souviens de Manchester City, même Chelsea à un moment donné, c'est des milliardaires, des millionnaires qui sont arrivés. Voilà, on leur a pas fait on leur a pas dit toutes les critiques. Un petit bémol sur Manchester City, c'est qu'ils avaient déjà une très bonne équipe. Peut-être Chelsea, là, je suis d'accord. Ils ont 60 joueurs. Non, c'est clair. Mais à un moment donné, voilà, le gars, il arrive avec plusieurs millions, plusieurs milliards, il achète des joueurs. Bon, après, voilà, ça monte une super équipe. Mais bon, tous les grandes équipes, ils sont très riches. Voilà. Ouais, après, je pense que c'est pas le PSG qui est critiqué en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour qui dérange. Et il faudrait peut-être revenir sur Lionel Messi. Il y a peut-être des réactions, Chris, non? Oui, tout à fait. Sur Twitter, justement, avec Brice. Donc, tu as quelques réactions, justement, sur le débat Messi qu'on avait fait en début. Oui, il y en a quelques-unes, oui, j'en ai quelques-unes. Donc, comme vous le disiez, pour beaucoup de gens, Messi est plus ou moins irremplaçable à Barcelone, car on voit bien que l'équipe est moins bien quand l'Argentin n'est pas sur la pelouse. Et que il y a même quelques réactions des quelques pros de la statistique qui m'ont dit que Messi c'était quelque chose comme 60% des buts de son équipe à lui tout seul. Et mais bon, pour c'est vrai qu'il joue tout seul dans son équipe, il y a personne derrière au milieu de terrain, il joue tout seul Messi. Mais c'est pas ça, mais c'est pareil au Paris Saint-Germain. Je peux te citer beaucoup de joueurs qui sont à plus de 50%. Benteke avec Aston Villa, il est à 75% de buts impliqués depuis des mois. Donc bon, Ibrahimovic doit pas être très loin non plus à Paris. Voilà, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que ça peut déstabiliser comme le jeu, Brice. C'est pas complètement anodin, surtout que voilà, Messi il apporte encore une fois la profondeur. Et sans Messi, on peut se poser la question, même si ça reste le PSG, même si ça reste un score avantageux à l'aller. Après, moi, je pense quand même que le Barça, concrètement, a pas mal d'autres grandes équipes, à part peut-être le Bayern, éventuellement le Real. Ils ont une profondeur de banque, il n'y a pas beaucoup de clubs au monde à avoir ça. Enfin, ils ont déjà leur équipe B joue en Ligue 2 espagnole, donc c'est-à-dire que les jeunes jouent à un très bon niveau. Une fois rendus en Liga, la différence de niveau, elle est pas si énorme que ce qu'on peut avoir nous avec les CFA, les CFA2. Et après, là, par exemple, contre Mallorca, l'autre jour, c'est quasiment une équipe B qui a fait le match. Donc je pense que même en faisant rentrer des joueurs d'équipe B, ça va pouvoir passer. Donc voilà, on voit que quand même il y a des belles choses à voir avec le Barça, avec Messi. Donc on nous rejoint un peu, mais bon, le Barça reste quand même une grosse équipe, faut le rappeler. Et puis sans Messi, tout est possible. Et puis même avec Messi, tout est possible. Le football n'est que le football. Donc on n'a pas dit un truc, Chris, c'est quand même que je trouve que le Barça là-dessus, c'est petits joueurs. On l'a dit au niveau du fair play et petits joueurs. Le fait de risquer d'aggraver une blessure de Messi en l'alignant quand même sur la feuille de match, je trouve ça assez. Est-ce qu'on peut se demander si le Barça est au niveau mentalité, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur ambition? Parce qu'avoir peur du PSG, allô. Non, c'est pas ça, Chris. Clairement, qu'est-ce qui risque de blesser Messi pour 2 mois? Clairement, le championnat il est terminé. Pour eux, ils sont déjà champions. La Coupe du Roi, ils ont plus la Ligue des Champions comme match en jeu. Attention, d'accord, tu peux pas avoir un rapport mathématique. Tu sais pas s'il se blesse, ça peut être très grave, ce genre de blessure. Ça dépend de l'endroit de blessure. D'un enchaînement de blessures. Le Barça ne doit pas jouer avec la santé de Messi comme ça, même si voilà, il y a des intérêts sportifs et financiers, je suis d'accord, mais. Les médecins sont contre le fait qu'il y joue, mais le Barça veut le faire jouer. Mais attention, Chris, parce que ils sont petits bras et ça se remarque depuis quelques années, la façon dont ils critiquent l'arbitrage. Le Barça n'est pas, au niveau du fair play, au niveau du mental, n'est pas à la hauteur de son équipe sur le terrain.
sont pas sereins. Attention, Chris, sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a aussi une sorte de désinformation exprès pour que fait le Barça. Ils n'ont quasiment jamais encore communiqué sur la blessure de Messi, quasiment jamais. Ils ont laissé planer un gros doute. D'habitude, ils ne le font pas. Là, ils l'ont fait peut-être exprès, justement. Peut-être qu'il n'est pas du tout blessé. Ouais, mais attends. Il aurait pas été, il aurait joué à Mallorca. Hein. Attends, mais Ancelotti va pas pisser dans sa culotte. Non, il va pas. Non, mais Thomas, je suis pas d'accord avec toi. Justement, tu dis le championnat il est terminé, il va pas le faire jouer à Mallorca en sachant qu'à la Ligue des Champions, il le réserve. C'est pour ses stades perso, c'est clair, c'est tout. Ouais, j'y crois. Ouais, enfin bon. Messieurs, je pense qu'on a été complet sur ce petit débat, débat de Lionel Messi. Et puis comme je le fais en début d'émission, j'ai toujours le petit jingle, je vais vous le passer maintenant, c'est pas grave, ça coupe entre les deux. C'est notre ami Christian Gourcuff qui en a pris 5 à Lille. Et Christian Gourcuff, quand il en prend 5, il n'arrive pas à trouver ses mots. Ah bah évidemment, hein, quand on prend 5, je pense qu'il faut juste... On dit qu'on se remette au boulot, ou simplement on se regarder en face déjà, puis après... Je pense qu'il y a aussi des prestations individuelles évidemment qui interpellent, mais enfin bon, ça c'est pas... Je pense que de toute manière les joueurs ne font pas exprès d'être mauvais, mais voilà, il faut... Les explications, je les ai pas. Non, pas les explications, il les a pas, Christian. Donc il a les onces vocales de Johan Gourcuff, moi, je trouve. Peut-être, ouais. C'est pareil que sur le terrain en ce moment. Hein. Ouais, on est méchant. Non, mais en tout cas, c'est vrai que bon, j'ai écouté toute la conférence tout du long, c'est comme ça. Il n'arrive pas à trouver ses mots. Tu t'es pas endormi? Ah non. Bah, je faisais autre chose à côté, mais j'écoutais. Ah d'accord. Ah ouais, non, mais faut être balèze. Allez, messieurs, on part sur le deuxième débat. Est-ce une solution de licencier l'entraîneur alors qu'il ne reste que 7 journées? Je vous le rappelle juste que l'entraîneur de Brest a été licencié. Il reste 7 journées, pas 6 journées, mais 7, pardon. Il reste 7 journées, donc l'entraîneur de Brest a été licencié. Donc on va parler un peu en gros des entraîneurs qui sont peut-être licenciés au bon moment ou pas au bon moment. Est-ce qu'il faut le licencier à la trêve hivernale? Donc là, c'est la grande question. Pour toi, Mourad, est-ce que c'est une bonne solution de licencier un entraîneur alors qu'il reste 7 journées de Ligue 1 ou 7 journées de National, de toute façon en tous les cas en général, vers la fin du championnat? Est-ce que c'est pas complexe pour les joueurs de se remettre en marche avec un nouvel entraîneur? Ouais, j'avais esquivé un peu ce sujet parce que pour moi sur ce sujet-là, les avis étaient partagés, même très partagés selon les joueurs. Pour moi, licencier un coach à 7 journées de la fin, ça pourrait changer quelque chose. Ça pourrait. Mais non, ça dépend. Ouais. Moi, de mon point de vue, je pense que ça pourrait changer les choses. Parce que souvent, quand un nouveau coach arrive, les joueurs, on ne sait pas pourquoi, ils se transcendent, ils changent. Il y en a, ils se décomplexent. Et donc, ça peut apporter quelque chose. Après, souvent, un nouveau coach, quand il arrive, on va pas dire qu'il change tout, mais il change pas mal de choses, il essaye, et des fois, ça marche. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous, votre avis là-dessus, mes chroniqueurs, Chris ou Thomas, bonne solution, pas bonne solution, dangereuse? Déjà, j'ai envie de demander à Mourad s'il aime son entraîneur. Parce que bon, faut quand même que c'est important comme question. Tu lui demandes si il serait capable de faire virer son entraîneur. Non, est-ce que tu l'aimes ton entraîneur, Mourad? Déjà. Ouais, je l'aime bien mon entraîneur. Bah tu vois déjà là, un petit truc de faillotage, ça marche bien, ça passe bien. Bravo, Mourad. Non mais on parle de Brest, mais clairement Brest, ils sont coutumiers du fait. Ils ont fait le même coup l'année dernière, donc moi Brest ça m'étonne pas. Je suis pas étonné. Enfin, non. Brest, non, je suis pas étonné d'eux. Alors là, pour répondre à ta question, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux quand t'es relégable. Moi, ce que je trouve qui est intéressant par rapport à ça, c'est d'abord il faut dissocier deux trucs. C'est que tu licencies un entraîneur si t'es dans le ventre mou, il y a une connerie. À cette journée de la fin, il y a une connerie. Tu peux toujours dire que tu prépares l'avenir, etc., mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas faire ça à cette journée de la fin. Tu attends éventuellement la fin. Je veux dire, il y a un problème à ce moment-là.
Ici, il faut aussi dire que c'est le club qui est en danger de relégation, donc il peut y avoir ce phénomène d'électrochoc. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. De toute façon, moi j'ai plein d'exemples en tête où il y a eu une sorte, les dirigeants ont voulu créer un électrochoc, parfois ça marche pas pour les raisons qui ont été évoquées. Et aussi parfois ça marche parce qu'effectivement il y a des joueurs qui n'avaient plus confiance en leur ancien entraîneur, qui se bougent un peu plus le cul, parce que les nouveaux entraîneurs arrivent et qu'ils partent sur une feuille blanche, donc les 11 titulaires doivent se bouger absolument le cul, alors que quand l'entraîneur était là, il avait déjà son 11 de base, il avait déjà ses chouchous, etc. La vraie question, elle est là. C'est quelle est la responsabilité de l'entraîneur? Et si tu penses que l'entraîneur a une part de responsabilité, ne serait-ce que psychologique sur ses joueurs, et que ça peut créer un électrochoc, ça me choque pas. Après, si c'est pas le cas, c'est une connerie. Alors après, moi j'ai pris cet exemple de Brest. On peut prendre d'autres exemples. Hein. Peut-être à la 7e journée, il y en a peut-être d'autres qui se sont fait virer à peu près. J'ai deux exemples Chris en tête en fait, un positif et un négatif. Donc je vais donner les deux. Enfin j'en ai même trois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret miracle par rapport à cette question. Tu vois, à Nancy qui était à la rue, qui était condamné au bout de 15 journées, ils sont morts, ils vont faire une saison pourrie, on va pas les revoir. Bah là maintenant ils sont quasiment revenus sur les premiers non relégables, donc bravo même si j'aime bien Jeannot, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup, tu y es pour rien, mais là clairement t'as pas eu de bol. À Paris, on vire un entraîneur il y a 3-4 ans, donc Laurent Fournier qui était 3e, au final on finit 8e. Superbe. Et l'année passée aussi, hein. Super, j'adore. L'année dernière aussi, elle va pas gagner pour autant, bravo. Ils sont premiers quand ils licencient, finissent pas premiers. Voilà, je suis très content. Et on a l'exemple de Evian qui vire Casoni l'année dernière et qui a dégringolé jusqu'à se maintenir in extremis. Donc non, ça dépend en fait. Ouais, c'est un peu particulier quand même. Mais moi j'ai de la peine à comprendre. Alors moi je vais revenir sur Brest, mais parce qu'on parle de Brest, mais on peut parler d'autres choses. Mais moi j'ai de la peine à comprendre quand même qu'on puisse virer un entraîneur. Bon, l'année dernière ça avait marché avec Dupont, hein, si je me trompe pas. Hein. Donc c'était chaud quand même pour Brest. Ils étaient relégables. Ils ont changé d'entraîneur, ça a marché. Bon là en plus il y a des affaires en plus internes qui fait que pas le président mais le sous-président qui est actionnaire majoritaire n'est pas favorable à le départ. Enfin bon, c'est très complexe. Déjà, ça brouille beaucoup les pistes à l'intérieur de club. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Alors moi, j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse changer un joueur, un entraîneur à la 7e journée. Il faut vraiment que, oui, comme tu le dis, Chris, qu'il y a un problème mental. Alors, ce soir, Chris, je vais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. Ouais, il y a en Italie, regarde à Palerme, à Palerme, 5 coachs dans la saison. Le mec, il fait 2 matchs, il perd 2 matchs, il est viré. Mais là, c'est de la mauvaise gestion, quoi. Et je trouve qu'en Italie, etc. Et je trouve que malgré tout, ça se positivise. Moi, je vois ça en Belgique. Alors, je sais pas si vous avez le même sentiment. J'ai l'impression quand même que on est un petit peu plus, et c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans certains clubs français où je vois qu'on est un petit peu plus en Angleterre aussi, même ça reste fragile. C'est qu'on essaye d'être un peu plus sur le long terme. On vire moins facilement des entraîneurs. Là-bas, les entraîneurs, chaque début de saison, on connaît ça. Après 10 matchs, si les résultats suivent pas. Après, il y a toujours le danger, c'est quand tu es dans un club relégable. Parce que moi, ce qui me choque tout autant que toi, c'est construire le long terme. Si t'es pas largement en dessous de tes ambitions, je vois pas pourquoi il faut virer un entraîneur, même s'il y a des tensions internes, il y a toujours moyen de les régler. Et si t'es dans une situation de relégation, est-ce que tu penses qu'avec ton entraîneur, tu vas descendre? Bon, ça, c'est le seul contre-exemple. Mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je crois qu'il faut toujours prôner le contre-exemple. Moi, l'année passée, un club en Belgique, j'ai un exemple comme ça, tout bête. C'est un club le club de Westerlo, qui a fini toute son année. Ils étaient derniers. Pourtant, c'était un club qui devait être dans les 10 premiers. Ils finissent derniers. Ils descendent dans l'antichambre de l'élite. Et à la fin, ils ont seulement viré leur entraîneur. Mais c'était un club qui est connu pour sa stabilité. Et je suis certain qu'on va le retrouver très prochainement en Division 1. Donc, moi, je prône plutôt ça parce que rien ne dit que s'ils avaient remplacé, ça aurait pas été encore pire finalement. Même si qu'est-ce qui peut être pire que ça? Ouais, non, mais bien sûr. Après, il peut avoir on peut pas vraiment savoir parce que ça peut être pire. Est-ce que s'il y a des bons changements, est-ce que ça va être bon ou si ça va continuer, est-ce qu'il pourra le sauver? J'ai une question pour toi, Mourad. S'il y a un changement d'entraîneur, est-ce que il faut que ça soit quelqu'un qui soit au club, qui connaisse très bien les joueurs? Parce qu'au bout de la 7e journée, il y a très peu de temps de journée. Faut analyser les joueurs. Est-ce qu'il faut mieux que ça soit quelqu'un de interne? Ouais, moi je pense que c'est mieux. Ouais. C'est mieux parce ça aiderait que mieux. Déjà dans la question il y a tout. C'est une personne qui va connaître les joueurs, qui a sûrement vu tous les matchs, qui connaît les qualités des uns et des autres, qui sait peut-être que il y en a, ils ont des problèmes moraux, il y en a des états d'âme, et voilà. Donc il arrive et comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a,
ils reprennent tout à zéro, même s'il reste que 7 journées, ils veulent encore prouver des choses. Ils se disent que voilà, ils ont toutes leurs chances à donner. Et surtout en fin de saison comme ça, même à cette journée de la fin, il y a des joueurs, je suis sûr, voilà, rien que pour leur prolongation de contrat, pour plein de choses, pour se faire voir, mais non, moi je pense que ça peut changer quelque chose. Après, le président, par exemple, quand t'es dans la charrette, t'as ton club, il est dans la charrette et tout, bah pourquoi pas changer l'entraîneur? Je veux dire, ouais, c'est la dernière solution de rechange, on va dire. Ouais, voilà, tu t'abats ta dernière carte. De toute façon, ça va pas changer grand chose si ça marche pas, quoi. Et moi, j'aurais bien un truc à dire qu'on dit peut-être pas assez. Pardon, Chris, je t'entends pas. Juste un truc très rapide. On ne le dit pas assez, mais en général, là où ça a toujours marché, c'est-à-dire quand il y a une reprise, etc., d'un entraîneur à J-6, 7, etc., de la fin d'une saison, là où ça a toujours marché, c'est soit quand on a repris le T2 comme T1, mais c'est pas tout le temps le cas. Parfois, effectivement, on ramène un entraîneur même qui ne connaît pas le championnat, mais qui est épaulé par un superbe T2. Moi, j'ai pas le souvenir d'un club qui a été repris dans lequel l'entraîneur adjoint était médiocre. Ça, j'en ai aucun souvenir. Ah, c'est vrai que oui. Comme on va prendre l'exemple de Galtier qui avait repris la relève de son entraîneur, automatiquement il avait pris la relève et il est resté au club. Bon, ils n'étaient pas relégables, hein, donc c'était différent aussi. Pour vous, est-ce que faut faire un changement interne ou justement un entraîneur qui vient de l'extérieur, est-ce que c'est pas impossible d'analyser les joueurs en quelques jours, dire j'ai regardé quelques matchs, mais même en regardant des matchs, ils n'étaient pas à l'entraînement. Est-ce que c'est pas compliqué quand même de se mettre en place avec... Il n'y a pas de règle, je pense. Mais c'est impossible à faire si t'as pas un bon T2. Moi, j'ai plein d'exemples en tête où des entraîneurs sont venus d'un autre championnat, connaissaient pas, mais ils ont réussi grâce à la présence du T2. Faut pas oublier quelque chose aussi. C'est qu'en général, quand ça plante avec un entraîneur, quand il est viré ou quoi, c'est qu'il y a eu des tensions, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et la connerie pour les joueurs en question qui sont ciblés et qui ont fait sauter l'entraîneur, c'est qu'en général, l'entraîneur adjoint, il a tout vu. Et lui, il se souvient de ça quand il y a un autre entraîneur qui débarque. Et en général, du coup, l'entraîneur adjoint, qui n'a pas été viré, lui, il sait d'où est venu le problème, que ce soit au niveau du jeu, il sait si à un moment donné, il y a 2 ou 3 joueurs qui ont fait une rébellion dans le groupe et c'était le début de la fin, il connaît tous ces paramètres-là. Donc l'importance du T2 est finalement, je trouve, et c'est intéressant ce que tu dis, Chris, l'importance du T2, c'est peut-être finalement plus important encore que l'entraîneur qui est nommé. Dans un délai aussi court, hein, je parle. Sur un long terme, évidemment, l'entraîneur est indispensable. Mais sur un délai de sauvetage, en 6-7 matchs, l'entraîneur adjoint a finalement plus d'importance que l'entraîneur. Je le pense aussi. D'accord, ok. Ouais. Et il n'y a pas aussi ce petit changement aussi qui fait donc 7e journée ou trêve hivernale, comme ça s'est passé aussi à Nancy, par exemple. Est-ce que aussi la trêve hivernale joue pas, comme le dit Thomas, est-ce que pour toi, Thomas, donc il n'y a pas vraiment de règle, soit la trêve hivernale ou la 7e journée, même si, parce que Nancy était dans le rouge et ils sont toujours dans le rouge. Il n'y a pas de règle, mais après, c'est sûr qu'il y a des moments où ça sert à rien. Comme tu disais tout à l'heure, Mourad, il y a des moments où tu vas tenter, de toute façon, mort pour mort, tu vas tenter, parce que de toute façon, tu sais que t'as plus rien à perdre. Donc tu le gardes, t'es mort, tu changes, t'as une chance de mourir, mais t'as aussi une chance de te maintenir. S'il y a pas de règle. Après, les mecs qui vont virer leur coach au bout de 5 journées, par contre, ça m'énerve, tu vois, par exemple. Ça m'énerve, tu vois, par exemple. Et qui c'est qui me met de l'écho, là? Qui c'est qui m'écoute et qui m'enregistre? Qui pond des dossiers? Il y a quelqu'un qui écoute, Je crois que c'est Amélie Fabrias qui veut des dossiers pour Elsport. Non, il y a Jean-Michel. Il y a Jean-Michel Badian qui est revenu nous rejoindre. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir tout le monde. Voilà, Bonsoir, Jean-Michel Badian. Voilà, qui connaît. Donc on est sur le deuxième débat, Jean-Michel. Donc est-ce une solution de licencier l'entraîneur alors qu'il ne reste que 7 journées? Donc ton avis là-dessus, parce qu'on t'a très peu entendu, donc j'aimerais bien t'entendre un petit peu là-dessus. Pour toi, est-ce que c'est une bonne solution? On l'a vu à Brest, hein. Donc là c'est l'exemple de Brest, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est une bonne solution de virer son entraîneur alors que t'es dans la zone rouge et qu'il te reste que 7 journées? Est-ce que c'est pas short? Est-ce qu'il faut vraiment réagir tout de suite ou faut laisser comme ça, quoi? Bon, après c'est compliqué. Moi je pense que d'une manière générale je suis assez contre. Parce que si modification il doit avoir, il y a le mercato, on a le mois de janvier, le mois de février, voire le mois de mars, mais à cette journée de la fin, ça paraît assez compliqué. Après, dans le cas de Brest, il l'avait fait déjà avec Alex Dupont, et on va dire que ça avait fonctionné parce qu'ils avaient réussi à se maintenir. Donc j'imagine que du côté du
du président, il doit se dire qu'il veut essayer de faire appel à un ressort psychologique pour changer, pour enrayer cette dynamique négative. Maintenant, il n'y a pas qu'au niveau du changement d'entraîneur qu'à Brest c'est compliqué, puisque apparemment le vice-président et le président ne s'entendent pas. Donc lorsqu'à la base c'est compliqué, c'est toute la machine qui est enrhumée, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe. Ça peut être un peu complexe. Hein. Cette machine, elle est enrayée. Est-ce que ça peut changer? Mourad était il était pour. Chris aussi. Thomas qui disait qu'il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Ça peut se délier ou pas. Dernière question, Mourad. Pardon, c'est ce que disait aussi Chris. Hein. Plutôt, il n'y a pas de règles, moi aussi. Non, t'as dit que t'étais comme Mourad et t'étais pour. Non, j'ai entendu. Si tu veux, Jean-Michel voilà. me soutient. Merci Jean-Michel. Merci. C'est ça. Il veut pas avoir de problème avec Jean-Michel. Oui, c'est vrai qu'il tacle fort, Jean-Michel. Dernière question sur ce débat, Mourad, pour toi. Est-ce qu'il y a un autre discours, parce que on sait que les discours sont importants quand même avec les entraîneurs, est-ce qu'un autre discours pourrait pas être pire avec certains joueurs, justement, qui pourraient être mis à la cave, certains alors qu'ils étaient sur le banc ou qui jouaient? Est-ce que ça peut être très complexe quand même? Moi, au contraire, hein, je pense que un autre discours, je trouve que c'est mieux même. Mais après, ça dépend déjà dans un groupe déjà, il y a plusieurs, tous les joueurs ne sont pas à la même enseigne souvent par rapport à un coach. C'est comme ça, c'est le football. Mais bon, t'as des joueurs par exemple qui étaient à la cave, ben un autre discours, ça va leur faire du bien. T'en as d'autres qui étaient plus en place, ils vont peut-être pas être d'accord parce que personnellement ça les change. Mais bon, souvent, quand une équipe, de toute façon, elle joue la relégation, on va dire que, bon, en général, il y a un malaise, quoi. C'est pas qu'il y a un malaise. Bon, il y a peut-être un peu moins de niveau que les autres, mais des fois, il y a un malaise. Et donc, changer, des fois, ça peut amener quelque chose de mieux, quoi. Ça peut être mieux ou ça peut être pire, quoi. Voilà. Ouais, voilà, de toute façon, c'est, dans les deux cas, moi aussi, je trouve qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Ça va dépendre. Ça dépend. Ça dépend, ouais, c'est vrai. Une petite réaction là-dessus. Règle d'or pour être entraîneur, soit être un dieu dans son club, pour pas être viré. Soit être un dieu dans son club, soit faire des résultats largement au-dessus de son groupe, de ses moyens. La troisième solution, si vous n'arrivez pas à faire les deux, et pour qu'un entraîneur se maintienne dans un club très longtemps, c'est de faire l'unanimité, faire tourner son groupe et d'être populaire, même d'être populaire pour les joueurs en réserve. C'est les trois seules solutions pour être maintenu très longtemps dans un club. Il n'y a pas de contre-exemple, cherchez pas. Non, il provoque tout le monde là. Je sais pas ce qu'il veut réagir, mais si quelqu'un a un contre-exemple, c'est maintenant ou jamais. J'ai une idée, mais je vérifie pour être sûr. Je reviens vers vous. Tu vas dire Arsène Wenger, mais c'est un dieu dans son club, hein, si c'est à lui que tu pensais. C'est pas à lui, non, du tout. Allez-y, parlez, je reviens. Jean-Michel, là-dessus, sur un autre discours, ça peut pas être un peu dangereux quand même sur certaines choses quand même. Toi, même au Paris FC par exemple, enfin, il est pas parti l'entraîneur, mais on sait jamais. Un autre discours pourrait être dangereux quand même. Dangereux, j'irai pas jusque là. Après, qu'est-ce qui peut arriver de pire, par exemple, dans les cas de Brest, quoi. Ils sont aujourd'hui relégables. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que quel était l'objectif fixé à Landry Chauvin en début de saison? C'était le maintien. Aujourd'hui, il était premier relégable. Il a pendant toute la saison été ou presque été au-dessus de cette zone au-dessus de la zone de flottaison. Est-ce qu'il y avait urgence au point de se dire qu'il fallait changer à tout prix? J'en suis pas sûr. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres que je gère pas dans ce club, mais de ce qu'on entend, ça doit pas être évident pour les joueurs pour se concentrer sur l'objectif sur l'objectif à venir, quoi. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu particulier avec Brest, justement. Il y a le sous-directeur qui met un peu des noises là-dedans en disant que justement le remplaçant ne devrait pas être là. On a quelques réactions Twitter. Brice, vas-y, on t'écoute. Ouais, en fait, sur Twitter, c'est plutôt ça va dans le même sens que vous, c'est-à-dire que chaque cas est différent, en fait, que il n'y a pas forcément de règles quand on change d'entraîneur, que ça peut être tout bien comme ça peut être tout mal, ou ça peut être aussi qu'à moitié bien ou qu'à moitié mal. Et donc j'aime les tweetos, je les aime.
c'est plutôt neutre. Ils veulent pas nous contredire. Et surtout, ouais, mais pareil, c'était aussi d'accord sur le fait que c'est plutôt intéressant d'avoir quelqu'un du club. Par contre, je retiendrai quand même ce tweet de Domenico qui disait que c'est comme un cuistot dans un resto, si c'est pas bon, faut changer. On n'en parle pas au Rital, non. On va pas en parler dans cette émission, Chris. Alors, on peut en parler si vous voulez, je suis un expert là-dedans, il n'y a pas de souci, mais non, mais c'est pas faux. C'est pas faux, ouais, on embrasse Domenico, c'est vrai. Allez, messieurs, je pense qu'on a été assez complet quand même sur ce deuxième débat. Juste un petit quand même, enfin, il y a sûrement d'autres différences. C'est assez bien pour la vanne et pour l'image, mais il y a quand même de sacrées différences. Il y a déjà pas d'enjeu financier pour un cuistot. Enfin, en tout cas, ils sont bien moindres. Et il n'y a pas de pression du public. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr, faut le souligner. Oui, si t'as envie de le souligner, mais bon, on le sait. Je pense qu'on le sait tous. Allez, interview décalée. Moi, j'aimerais juste, avant, j'ai dit que je revenais vers vous si je trouvais des contre-exemples. Ah, j'en ai trouvé. Compris. Vas-y. Chris, toi qui es fan de Lens, Jean-Guy Wallem, vous l'aimez bien à Lens, en tant que supporter? Bien sûr. Pourquoi vous l'avez viré il y a 2 ans, plein milieu de saison? Parce qu'il était pas bon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Joël Muller à Metz, c'était un dieu. Viré en plein milieu de saison. Voilà, j'ai fini. Merci. Bon, voilà. Bon. Merci. Je pense que c'est bon, on peut passer à autre chose. On en parlera après. Et ils sont où les clubs en question, Thomas, maintenant? Il a été viré. Bonne soirée. Jean-Guy a été viré en L2. Ils sont encore en L2. Donc il n'y a pas eu d'évolution. Ouais, donc voilà, ce ne sont pas des clubs qui sont stables et qui réussissent, on est d'accord. Attention, Metz est en CFA. Non, mais ça va. CFA. Ouh là là, je tremble. Je voulais appuyer, c'est tout. Je voulais juste rectifier. Il était en L2 déjà. Et 4e en plus. C'est vrai. Allez, messieurs, on passe à l'interview décalée. On en parlera après si vous voulez. Interview décalée de Mourad Enzif, joueur du Red Star, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, chers auditeurs. Allez, c'est parti. Ton surnom qu'on te donne au Red Star. Alors, on veut tout savoir ce soir, il n'y a pas de joker. Hein. Le chat. Le chat. Ah ouais, d'accord. Parce que t'es discret ou c'est parce que t'es vif? Le chat. Non, le chat parce que quand je mange, mon estomac il gonfle. Ah. Ok, d'accord. On apprend des choses ce soir. Effectivement, il faudrait peut-être consulter un médecin, Mourad. Je te conseille. Mange peut-être trop, peut-être, Mourad. Quel club tu choisirais entre Pau, Orléans, Beauvais, Laval ou le Red Star? Et Le Mans, ça compte pas. Et Le Mans, le Mans formateur, mais il a pas joué donc dans les clubs qu'il a joué. Il a joué avec les jeunes, donc ça compte. Alors on rajoute Le Mans. C'est compliqué là. On va dire Le Mans quand même. Ah, Le Mans, ok, d'accord. C'est ton alors on cherche des joueurs pour jouer en CFA l'année prochaine. ça pourrait peut-être t'intéresser, on sait jamais. Et il nous en dira. Moi je suis preneur. Il dira jamais à l'antenne, t'inquiète pas. Parce que déjà on sait même si ce sera en CFA. Bon, enfin, est-ce que tu as un truc chétif quand tu te changes ou avant de rentrer sur le terrain? Non. Un calce? Non. Un bracelet? Jette du sel, parce qu'on sait, il y en a qui jettent du sel. Non, j'ai pas ça. Non, t'as rien. Ok, d'accord. Bon, ça jamais. Hein. Ok, ça marche. Es-tu supporter du PSG ou pas? Parce que vu que t'es à Paris, à côté du PSG, j'ai envie de dire. Ouais, on va dire que s'il y a un club en France que je supporte, ça Paris. D'accord, ok. Parce que t'es né pas très très loin de Paris, c'est pour ça, donc je me suis dit, il doit être supporter du Paris Saint-Germain. Ça peut pas être parfait. Ouais, voilà. C'est pour ça. Ok, d'accord. Quand tu es parti de Belgique, parce que tu as joué en Belgique, 6 mois, hein, si je me trompe pas, hein, dans ce club. Tu t'es entraîné à Nantes. T'avais plus de club à ce moment-là. Tu t'es entraîné à Nantes. Est-ce que tu avais la possibilité de signer à Nantes ou pas du tout? En fait, j'étais arrivé. C'était l'époque de Jean-Marc Furlan. Donc, il y aurait peut-être eu possibilité. Non, ça dépend. Moi, j'étais venu pour m'entraîner. Bon, après, il y a pas. On fait pas souvent des entraînements avec l'équipe première quand tu arrives dans un groupe pro. Donc là, ils m'ont fait m'entraîner avec l'équipe première. Donc je pense que s'il y avait des possibilités, il y aurait eu quoi. Non, il y a rien eu. Ok, d'accord, très bien.
Qu'est-ce que tu penses de la situation, justement, on parlait du Mans, qu'est-ce que tu penses de la situation du Mans actuellement qui pourrait passer, comme l'a dit Thomas, en CFA, on en saura peut-être plus tout à l'heure avec le communiqué de la presse, ou rester en Ligue 2 mais avec des finances un peu particulières. Je suis sur le coup. Il va nous le dire. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce problème au Mans actuellement? Bah déjà, je suis surpris parce que le Mans ça a toujours été un club assez sérieux là-dedans dans tout ça. Après, moi, j'ai pas très bien suivi. C'est quoi leur problème en fait, leur problème, apparemment, c'est financier. Alors, actuellement, ils sont en déficit de 7 millions. Si je me trompe, Thomas, tu me le dis. Ils sont en déficit de 7 millions. 14,6 millions. Ouais, maintenant 14,6. Avant, c'était 7. Hein, maintenant, ça a augmenté. 14,6. Il faudrait un repreneur qui puisse justement mettre cet argent pour combler ce vide. Et s'ils n'arrivent pas à combler ce vide, automatiquement, ils auraient une sanction donc de la DNCG pour peut-être descendre en CFA, voire CFA 2, je crois. Hein, donc c'est pas tout à fait complet, mais j'y reviendrai après dans ma petite. Ouais, voilà, tu reviendras après. C'est à peu près ça en gros pour toi, Mourad, si tu veux vraiment savoir à peu près. Et donc voilà, c'est dur à avaler quand même, en sachant que c'est ton club. Bah ouais, surtout pour un club comme Le Mans, surtout ces dernières saisons. Moi, je suis arrivé au Mans. Quand je suis arrivé au Mans, la première année, c'était la montée en Ligue 1. Donc après, il y a eu la descente tout de suite après. Après, c'est remonté encore et d'année en année, le club il allait de mieux en mieux. Après, j'ai plus trop suivi quand je suis parti, mais je les voyais toujours en Ligue 1, se maintenir même assez largement. On entendait plus parler d'eux. Je me disais que ça allait comme ça en continuant de mieux en mieux. Bon, là, de les voir dans cette comme ça me plaît pas trop, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est le football. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour être en déficit comme ça, mais bon. Alors ça, après, je pas quoi dire là-dessus. Hein. C'est triste parce que j'aime ce club, mais bon, voilà. Ok, très bien. Et la dernière question un peu sexy de l'émission, enfin pas de l'émission, de l'interview décalée. Ils ont tous répondu, donc attention, t'as pas le droit au joker. Est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Caleçon. Ah voilà, caleçon boxer. Je parie à peu près, hein, c'est ça. Hein. Comment? Non, caleçon. Ok, d'accord. Non mais bon, je juge pas. Hein. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui a dit slip. Je ne dirai pas son nom à l'antenne. On sait tout ça. Réécoutez les podcasts, vous verrez ça. C'est ce que c'est la honte pour lui. Non, il l'assumait de toute façon totalement. Ok. Écoutez, c'est les choix de l'invité. Et ça dépend. Allez, il y en a en match qui préfèrent mettre des slips. Hein. Il y en a en match qui préfèrent mettre des slips. Il faut que tu balances le nom, parce que Non, mais dans tous les clubs que j'ai fait, il y en avait plusieurs. Hein. Ils trouvent que ça les maintient mieux, je crois. Je sais pas. On verra pas. C'est technique, j'ai envie de dire. On va pas parler de boules. Voilà. Ou alors ils sont prétentieux. Peut-être. Allez, messieurs, on va passer aux pronostics de ce soir. Les pronostics seront très Ligue des Champions et Europa League, et surtout le match de demain, le gros choc qu'on a vendu la semaine dernière. Donc on le revend encore ce soir sur ces pronostics. Je vous rappelle, ça a fait 2-2 à l'aller, donc bien sûr le Barça PSG. Premier pronostic, bon pour notre ami Mourad, plutôt victoire du Barça, victoire du PSG ou match nul? Victoire du Barça, je pense. Victoire du Barça, ok, très bien. Oh là là, je crois que ça va être unanime sur la victoire du Barça, j'ai bien peur. Demande nos chers tweetos à Brice, n'hésite pas à nous dire des réactions, si tu as d'autres réactions après, quand je te donnerai la parole juste après. Je vais demander à Thomas sur ce pronostic Barça-PSG. Alors, est-ce que la bande enregistre bien? Ah vas-y, ça enregistre, vas-y. Ah, il va dire le PSG. C'est un grand moment pour moi, puisque vous connaissez tous mon aversion pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Mais c'est l'Europe, donc on est français avant tout. Une très courte victoire du Paris Saint-Germain. Ouh là 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 là. Ok, je le marque. Très bien. Attention, n'oubliez pas, il y a le classement. J'ai pas le classement. Je le dirai pas 2 fois, par contre. Attention. Tu le diras pas 2 fois, c'est clair. Non, mais ça a été enregistré, c'est bon, ça n'a pas coupé. Chris, ton pronostic? C'est assez casse-couille ce genre de prono parce que franchement, si c'est un 0 et que c'est un 1, ça change rien parce que le Barça sera qualifié et ils peuvent marquer un but. On parle pas de la qualification, on parle du match de. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça que ça n'a pas vraiment un sens. Ce qui est important, c'est la qualification ou pas. Après que ce soit un 0, si l'arbitre offre un péno qui change rien, que ça fait un 1,
ça change tout le prono alors que l'idée est la même. C'est pour ça que ça m'embête. De toute façon, celui qui va gagner sera qualifié parce qu'il y a eu 2-2 matchs aller. Ah non, tu peux aussi avoir le match nul, Thomas. Thomas, il est toujours dans le. Non mais oui, non mais je te dis celui qui non mais tu parles de 1-0, tu parles de 1-0-0-1, donc celui qui gagnera de toute façon. Non, Thomas, t'as peut-être un bouchon dans les oreilles. Je te parlais de 1-0 et 1-1, c'est ce qui est pas tout à fait pareil. Donc je vais quand même jouer le jeu. Non mais Thomas, t'aventures pas parce que et je vais miser sur. Allez, je vais être fou parce que Thomas, il est comme un timbré, je vais le suivre, je vais miser sur un match nul. Ah, je t'aime quand t'es comme ça. C'est déjà une grosse surprise. Parce que franchement, j'y crois pas une seconde, mais bon, voilà, j'ai envie d'être fou ce soir. Ok, t'as envie d'être fou, d'accord, très bien, match nul. Notre ami Jean-Michel Badiane, qui joue au Paris FC, je le rappelle, qui est supporter du Paris Saint-Germain, tu as pronostiqué quoi alors? Qui a été formé au PSG, qui a joué au Paris Saint-Germain, Jean-Michel. Tu as joué quoi? Ouais, bah, moi j'ai envie d'être fou, mais bon, la folie a ses limites, hein. Donc, oh, le traître. Je vais dire le Barça, quoi. La preuve que non, Jean-Michel, la folie n'a pas de limite ce soir. Si. Il faut, regardez au match aller, j'ai dit 2-2, il y a eu 2-2. Mais là, un ancien Parisien qui parie contre le PSG, on aura tout vu. Non, mais au match aller, j'ai parié le match nul et j'ai gagné de l'argent. Mais même les Marseillais, ils parient sur le PSG demain. Non, mais les Marseillais, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de vivre par procuration ce bonheur. Alors que moi, non, je suis réaliste. Il est réaliste. La semaine dernière, il a dit le Barça 2-2. Il l'a fait et ça a été véridique. Match nul. Moi, le match nul là, au fait. 1-1. La semaine dernière, oui, peut-être. Alors moi, j'ai pas, on a plus tout en tête. Mon petit Chris, je sais que t'es un petit peu un menteur sur les bords. Non, je rigole. Je sais pas. Non, je te crois. Tu as dit 1-1. Je dis 1-1 pour la semaine prochaine, Chris. Ah oui, pardon. Oui, match nul. Oui, je l'ai marqué. Y a pas de souci. Pour demain, pas la semaine prochaine, pour demain. Oui, vous me déconcentrez. Voilà. Brice, les pronostics des Twittos et Barça. Et de ton pronostic aussi, surtout. Sur Twitter, c'est un nul qui l'emporte. Très bien, ok. Et j'ai John qui m'a dit de vous faire passer ses pronos. Lui, il voit une victoire du Barça. D'accord. Et je vais le suivre. Eh ben, victoire du Barça. Mais on sait que Brice, il est Barcelone. Il n'y a pas le choix. Non mais voilà, il n'y a pas le choix. Et moi, pour mon pronostic, je vais dire le Barça parce que bah oui, je vous rappelle juste, Milan AC, Barcelone, voilà, hein. Je vous rappelle juste ça. Et au retour, qui était au Barça, je vous rappelle juste la déculottée qu'ils se sont pris, le match de folie, ils y ont mis. Donc voilà, c'est juste sous-entendu. Voilà. Deuxième pronostic de Ligue des Champions, Juventus-Bayern. Le Bayern avait gagné 2-0 à l'aller. Mourad, pour toi, ton pronostic sur la Juve et le Bayern. Ouais, petite victoire de la Juve, je pense. Petite victoire de la Juve, ouais. Très bien, ok. Thomas, allez. Ouais, écoute, moi j'hésite pas une seconde, victoire du Bayern est large, donc j'hésite pas. Ok, t'hésites pas, oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Jean-Michel, Juventus ou Bayern? Bayern. Bayern, oh là là là. Ah, là je le reconnais, mon Jean-Michel, là je le reconnais, là il est bien, là, comme ça. Chris. C'est assez difficile, donc pour la même raison que je t'ai dit tout à l'heure. Je me souviens que le Bayern, même en cas de défaite, c'était contre Arsenal, il passait. Donc là, même s'ils sont battus, ils peuvent se qualifier. Donc donc je vais partir sur ce principe que la Juve gagnerait, mais la qualification serait pour le Bayern. Donc victoire de la Juve. Ok, la Juve. Et Brice, nos tweetos et toi-même. Eh ben sur Twitter, j'ai un peu de tout en fait. J'ai des victoires à domicile, des victoires à l'extérieur, des matchs nuls. Et sinon, j'ai John qui lui voit une victoire de la Juve et moi je vais mettre une victoire du Bayern. Victoire du Bayern, ok, très bien. Je le marque. Et puis pour ma part, moi je vais mettre. Oh là là, c'est compliqué. Je vais mettre un match nul parce que quand même, ils étaient pas si mauvais que ça la Juve. Mais bon, après le Bayern est fort, mais bon. Match nul. Allez, c'est bien. J'aimerais juste ajouter une chose. On peut demander à John, on peut lui dire à John qu'il faut qu'on parie sur les gagnants des matchs, pas sur les perdants en fait. Allez, vous le préciser ou pas? Tu peux répondre, je reprendrai tes propos. D'accord, pas de problème. Allez, Lazio, Fenerbahçe en Europa League. Le match aller a fait 2-0 pour Fenerbahçe. Donc ça sera à la Lazio, bien sûr, je le répète juste. Donc toi, ton pronostic pour toi, Mourad, tu seras plutôt Lazio, Fenerbahçe ou le match nul? Nul. Match nul. Nul. Ok, très bien. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bon, match nul, ça. Ouais, je suis en match nul. Ok, très bien. Thomas, ton pronostic?
Ça se joue à la Lazio. Il y a eu un match nul donc dans le derby romain ce week-end. Hernandez a encore été absolument magistral. Moi, je vois une victoire de la Lazio. Victoire de la Lazio, très bien. Est-ce que ça sera assez pour gagner? Ça, c'est la grosse question. Chris? Moi, je répondrai non à la dernière question que tu viens de formuler, mais je maintiens le même principe que pour le Bayern. Donc, je vais miser sur la Lazio, mais qui serait éliminée. D'accord, ok, très bien. Jean-Michel, pour toi? Idem. Oh, la Lazio, mais non, la Lazio va passer devant tout le monde. Et Brice, les tweetos, et toi-même? Sur Twitter, c'est un nul. John met un nul. Ah bah, je l'avais dit. Et pardon, j'ai... Ouais. Oui, vas-y, Brice, vas-y. Non, pardon. J'ai commis une mégarde, juste Chris, je le Fenerbahçe, mais qui serait éliminé, c'est ça que je voulais dire, pardon. Oui. Ça change tout de suite. Victoire à domicile, mais éliminé quand même. C'est ça que je voulais dire, pardon. Je suis confus aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui me perturbe, je pense. On te pirate. Vas-y, Brice, continue. Et moi, non, je peux pas mettre la Lazio, je vais mettre le Fenerbahçe. Je peux pas mettre la Lazio, très bien. On saura pourquoi tout à l'heure, mais ça marche, pas de souci. Et moi, pour ma part, je vais mettre la Lazio aussi. C'est vrai que c'est une bonne équipe qui a bien joué ce week-end. Alors pourquoi pas gagner après la victoire, la qualification, je n'en sais rien. Dieu seul le sait. Alors, en tout cas, merci messieurs pour cette émission. On va bientôt finir. Juste avant de finir sur cette émission, bien sûr, il y a toujours la phrase de l'invité. La dernière match à pas louper pour toi, Mourad. Attention, t'as pas le droit de la louper. Notre ami Pierre Gibault l'a fait. Je vais la retrouver, hein, bien sûr. Je vais vous la faire écouter, hein, bien. Je l'ai toute, hein, donc automatiquement. La phrase, c'est simple. Il faut juste répéter. Ici, Mourad Enzif. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ok. Tu vas quand tu veux. Ici, Mourad Enzif. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Bah super, c'est pas mal. Bon, il a hésité, je l'ai aidé un petit peu, mais ça passe. Oh, il était bien. On la garde, elle était bien celle-là. Allez, on la garde. Je vous fais écouter Pierre Gibault. Ici, c'est Pierre Gibault, dans Quand on aime le foot sur RTS Radio. Ah, mais il était bien. Il en a chié. Bah, attends, j'ai coupé, j'ai refait des montages, tu pourras le vanner de. Faut le dire ça aurait chambré de mal l'entraînement, faut pas le dire. Voilà, c'est exactement ça. Ça va changer à l'entraînement, c'est clair. Merci Mourad pour passer dans l'émission. C'est un énorme plaisir de t'avoir reçu. Il était présent, il était percutant dans ses attaques. Il mérite plus que de marquer un but dans l'émission, la limite, hein. C'était ça, Mourad. Ouais. Moi je te souhaite que du bonheur pour le Red Star, de marquer, de jouer un maximum de matchs et de rester bien sûr en national. C'est un peu complexe, mais vous êtes bien, vous n'êtes pas encore dans la zone rouge, mais vous êtes bien, donc voilà. Puis en plus vous avez gagné contre le Paris FC, hein, Jean-Michel. Voilà, ça c'est fait, c'est le premier tag pour Jean-Michel. donc voilà, mais enfin, je te souhaite que du bonheur. Merci. Allez messieurs, on en parlera tout après. Donc très bien. Il a précisé. Merci à tous mes chroniqueurs, Chris, Thomas, Jean-Michel et Brice, et notre invité de ce soir, Mourad Enzif. Je souhaite que du bonheur au Red Star et que du meilleur pour la suite en Ligue 2, pourquoi pas en Ligue 1, je sais pas. En tout cas, je te souhaite que du bonheur, surtout avec le Red Star pour la fin de saison. Merci à vous tous, merci à tous nos sponsors, Life in Sport, football.com, tout le monde s'en fout, et jeunefooteux.com. Mardi prochain, on reçoit un autre invité. Je n'en dirai pas plus, je dirai pas son nom, je dirai pas son prénom, mais je vous donne juste un indice. C'est ça. C'est pas Maradona. Et c'est un grand fan de Diego, c'est surtout un jingle d'émission. Mais ça, je vous en dirai pas plus. C'est une Bible. C'est vrai, c'est la Bible du football. Ça, on en reparlera mardi prochain, je l'espère. Allez, ciao, merci à vous tous, chers auditeurs et chers animateurs et chers tweetos aussi, chers Facebooksiens, voilà, je sais pas comment on dit. Bon, enfin voilà, merci, à mardi prochain. Allez, salut, ciao.